Jean-Baptiste Urbain. Des pistes de danse au ballet Près-le-Jocage, il n'y a qu'un pas, de deux, pour Thomas Bangalter, en 30 ans avec son acolyte Guy Manuel de Homem Christo, l'autre moitié de Daft Punk. Ils ont révolutionné la musique électronique et fait danser des centaines de millions de personnes au moins sur les pistes de la planète entière. 2 ans après la séparation du duo, le musicien a retiré le casque de robot qui dissimulait sa tête et signe une première partition symphonique, Mythologie, pour le ballet du chorégraphe Angelin Près-le-Jocage, avec l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine dirigé par Romain Dumas. Le disque sort aujourd'hui chez Erato et Thomas Bangalter nous fait le plaisir d'être avec nous dans ce studio ce matin sur France Musique. Bonjour. Bonjour. Depuis minuit, Mythologie est disponible sur les plateformes de digital. Le disque physique, vinyle et CD, lui, sort chez Erato, grand label classique. Quelle saveur, un jour de sortie de disque comme ce matin, ça a encore pour vous en 2023? Je suis toujours touché et heureux. Disons que je fais partie d'une génération où les sorties des disques physiques, ça a toujours représenté quelque chose. Quand j'étais enfant ou adolescent, j'allais chez le disquaire et j'aimais bien attendre le jour de la sortie d'un disque qui me tenait à cœur. Donc je continue à apprécier ce moment en fait. Et je suis pas du tout blasé par rapport à ça. Et même dans un contexte de dématérialisation de la musique comme celui d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'agréable pour moi, cet aspect un peu physique du support. Peut-être plus le vinyle en ce qui me concerne, mais même de voir un CD comme ça, ça me plaît. Ce CD, d'ailleurs, là je l'ai dans les mains, il a un côté très à l'ancienne, presque rétro, avec cette peinture ou cette fresque murale qui évoque plutôt les années 70-80 dans les codes marketing du disque. On voit plutôt aujourd'hui les photos. Là, c'était très... dans les années 80, on voyait beaucoup de peintures. Il y a votre date de naissance, 1975, comme sur tous les albums classiques. Ça, c'est amusant. J'ai choisi le visuel, effectivement, mais c'est une fresque dans la région napolitaine, dans une villa impériale qui a 2000 ans. Donc, mais ce code-là, oui, pareil, il me touche parce que c'est aussi mes références et mon rapport qui vient de l'enfance à la musique classique. Voilà. Après, c'est les personnes des râteaux qui ont décidé de mettre la date de ma date de naissance dans ce même esprit. J'ai pas eu cette idée Jusqu'à précisément. 9 heures, on va écouter des extraits de mythologie, on va parler de vos rapports au classique, Thomas Bangalter. Mais d'abord, on est sur France Musique et pour remettre dans l'oreille aux auditrices et aux auditeurs votre œuvre, jusque-là, Yacine Bouzard, notre réalisateur, a fait un petit mix d'une minute de certains titres choisis de votre duo électronique Daft Punk. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. Do it faster. Our work is never over. Working harder, make you better. Do it faster, makes us stronger. Hour after hour, work is never over. Alors question, jusqu'à 9 heures, comment on passe de ça à ça? Thomas Bangalter, comment ce projet symphonique est-il né? Euh, le chorégraphe Angelin Près-le-Jocage, que je connaissais depuis quelques années, est venu me voir à la fin de l'année 2019 en me proposant de collaborer avec lui sur l'écriture d'un ballet.
c'était une demande de Marc Minkowski et de l'Opéra national de Bordeaux, après 4 ans de collaboration avec son ballet. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'idée de s'attaquer à des exercices de style différents. J'adore la musique symphonique et j'adore la musique en général. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais intéressé par l'idée de travailler sur la musique orchestrale et sur l'orchestration particulièrement. J'avais eu l'occasion déjà avec Daft Punk de collaborer avec des orchestres, mais plutôt avec des arrangeurs et des orchestrateurs pour des disques précédents, pour de la musique de film aussi, la musique d'un film de Disney. Tron, exactement. Et cette fois-ci, j'ai accepté l'invitation dans l'idée vraiment de rentrer en immersion et d'orchestrer, d'arranger moi-même et d'écrire pour l'orchestre entièrement. Voilà. Côté viennois, fin 19e, début 20e siècle, ici dans ce catch, extrait de Mythologie, Thomas Bangalter. Oui, c'était assez délibéré et assumé. En ce qui concerne le catch, c'était un tableau chorégraphique en référence aux mythologies de Roland Barthes et à la symbolique du catch dans la société. Et là, c'est un exemple où j'ai proposé à Angelin de confronter cette idée du catch et de la lutte à une valse viennoise un peu, donc pour créer ce décalage. Et je trouvais que c'était un décalage assez amusant et il a apprécié l'idée et c'est ce que c'est devenu en fait. 23 tableaux, ces mythologies avec des styles extrêmement différents. Vous l'avez dit, vous ne saviez pas orchestrer. Comment on apprend à orchestrer ? J'ai beaucoup lu de manière assez simple des traités d'orchestration pendant quelques mois. Rimsky-Korsakov, Berlioz, et je suis re-rentré en immersion dans la musique symphonique que j'ai toujours écoutée, mais là j'ai vraiment fait une cure de jouvence et puis après je me suis lancé, j'ai commencé à faire quelques esquisses que j'ai proposées. Je m'étais pas encore engagé à ce moment-là. J'ai pris une petite période de réflexion et puis j'ai proposé à Angelin, un chorégraphe, et aux gens de l'Opéra de Bordeaux de revenir vers eux quelques mois plus tard. Et je leur ai proposé un peu des pistes de recherche et ensuite on a commencé le travail. Quelles partitions symphoniques vous ont le plus nourri ? Il y en a pas vraiment finalement, plus que d'autres. Moi j'ai des goûts qui vont de Purcell à Ligeti, en passant par Prokofiev ou Mozart. Mon compositeur préféré, c'est Bach. J'ai un rapport à la musique en général quand même relativement large. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis passé de la musique qu'on a pu entendre avant à celle-là. Ça témoigne peut-être de l'éclectisme général. Mais en même temps, c'est pas si éloigné parce que, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des inspirations classiques et plus précisément baroques dans la musique de Daft Punk. On peut penser à Vivaldi, par exemple. C'est vrai que si on enlève les sonorités électroniques, pour cordes, il y a des cordes oui. quand même. Oui, et puis si on enlève les sonorités électroniques,
vous avez passé un petit bout d'un morceau qui s'appelle Harder, Better, Faster, Stronger. Si on regarde la partition vraiment, on a des ostinati un peu baroques comme ça au niveau des. C'est pas vraiment si éloigné que ça dans la composition en fait. Vous écrivez à la main, à la table, comme on dit, ou vous utilisez des machines, Pour un logiciel? pour ce projet, j'ai écrit d'une certaine manière à la table, mais comme un écrivain qui écrit avec un logiciel de traitement de texte. Donc j'avais juste un logiciel de notation musicale avec les partitions, voilà, Pour que ce soit plus propre. pour que ce soit plus propre. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que votre composition symphonique a été jouée par l'orchestre Bordeaux National Aquitaine, j'imagine, lors des répétitions, les premières fois au Grand Théâtre? Beaucoup d'émotions. C'était quelque chose, un processus compliqué, difficile et stimulant intellectuellement d'écrire cette partition. Et c'est vrai que le moment où l'orchestre commence à jouer les premières notes, c'était pour moi très émouvant. J'avoue que c'était encore plus fou d'avoir un deuxième puis un troisième orchestre. Il y a eu aussi l'orchestre de Rouen et ensuite l'orchestre de chambre de Paris. D'entendre les différences? Et d'entendre les différences. Et en fait, quand deux ou trois orchestres s'approprient la partition, j'ai l'impression que c'est aussi le point commun entre ces différentes interprétations qui font que l'œuvre commence vraiment à exister, en fait. Et c'était le plus émouvant, cette expérience. Et l'œuvre continue d'exister aujourd'hui en sortant au disque. Aphrodite, l'un des 23 tableaux de mythologie, la musique de ballet de Thomas Bangalter avec l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine dirigé par Romain Dumas, apparaît aujourd'hui chez Erato. Ça représente quoi pour vous un orchestre? Ça vous fascine? Oui, totalement. Moi, j'ai toujours été fasciné par le son et par l'aspect sacré de la texture sonore. Et en ayant travaillé longtemps sur cette texture sonore avec des machines, c'est vrai que c'est une entité, un orchestre qui dépasse
tout- toutes les expériences que j'ai pu entreprendre avant en termes d'émotion et d'unicité aussi dans sa capacité à créer de l'émotion. Précisément, votre notoriété, elle est due à cette musique électronique, aux machines. Le désir, vous avez déjà fait des disques avec des musiciens acoustiques, de se tourner vers l'acoustique, qui remonte à quand? Est-ce que c'est une bascule pour vous définitive? Pas du tout, non, je l'ai dit récemment dans des interviews, mais c'est vrai que j'ai l'impression de continuer à questionner mon rapport à la technologie, mon questionnement sur la place de la technologie dans la société. Et j'étais intéressé pour ce projet de composer sans machine et de se recentrer sur l'humain, spécialement à l'occasion d'un ballet et sur notre enveloppe physique à un moment donné où les choses deviennent de plus en plus virtuelles. Donc c'était une tentative et une expérience un peu radicale pour moi, mais, mais pas définitive, je pense. Je voudrais vous faire écouter quelques instants une musique dont on a déjà parlé hier dans cette émission. Quelques mesures simplement. Qui a écrit cette musique? Personne. C'est une musique créée par une intelligence artificielle. Ce matin, vous avez une casquette où il y a écrit IA, comme Non. peut-être intelligence C'est artificielle. écrit Los Angeles. Ah, pardon. Là, j'ai pas une casquette intelligence Mes artificielle. désirs pour des réalités. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce développement très récent et vertigineux, et précisément en ce qui concerne la musique? Mon questionnement aujourd'hui sur la place de l'intelligence artificielle dans la société, il dépasse de loin la création musicale et l'aspect purement artistique. Moi, j'ai été très marqué quand j'étais enfant, la première fois que j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et j'ai l'impression que la question qu'il pose avec ce film, on est un peu confronté aujourd'hui et on doit commencer à essayer d'y répondre. Et c'est un peu vertigineux. Donc, encore une fois, je suis fasciné par la technologie, par ses avancées. Et c'est vraiment la manière dont on va en faire l'usage qui est la question à laquelle on doit commencer à réfléchir aujourd'hui, je pense. Vous avez peur de HAL, l'ordinateur, qui a une conscience? Oui. On parle de l'obsolescence de l'homme à ce moment-là, donc oui, ça me fascine, mais le film retranscrit bien ce questionnement, j'ai l'impression. Ah, c'est très court, c'était il y a 60 ans, en 1962, à Pérouse précisément, ce prélude de Bach par Richter. C'est votre choix, Thomas Bangalter, parce que Bach avant tout? Oui, c'est un peu, pour moi, c'est les lettres de l'alphabet qui composent voilà, les unités de base dans ma manière d'approcher la musique. Et Richter, parce que c'est un pianiste que je trouve incroyable et dont les enregistrements sont beaucoup plus basés sur des récitals et moins de studio. Et il y a cette idée du temps et de l'intégration aussi de cette musique dans la vie des gens, dans le XXe siècle. Et cette interprétation me touche particulièrement dans sa fluidité. C'est une de mes préférées de ce prélude, je pense. Vous qui êtes d'abord un musicien de studio, vivre cette musique que vous créez, qui est jouée par d'autres, qui prend vie d'abord au Grand Théâtre de Bordeaux, puis au Châtelet, à l'Opéra de Rouen, c'est une expérience qui vous a changé?
Même organiquement, Oui, voir bah, la musique c'est du spectacle créer. vivant en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça encore une fois que je trouve que c'est intéressant dans cet enregistrement de Richter. On entend un peu les gens tousser et à la fois on sent vraiment la vie d'une musique ancienne mais qui continue à vivre. Et, euh, et c'est vrai que le studio, il y a des fois cet inconvénient de figer les choses. Et l'idée du spectacle vivant, que ce soit voilà, le théâtre, l'opéra, et dans un moment de déconnexion et surtout après ces mois je sais pas, de confinement et de séparation, ça me touche encore plus aujourd'hui, ce collectif dans la salle, sur scène, ces imperfections qui finalement sont propres aussi et donnent du charme à toutes ces performances. Vous avez mis le doigt dedans. Est-ce que ça donne envie de continuer, de poursuivre? Ça donne envie de continuer à explorer, plein de processus différents et de continuer à réinventer un peu ce rapport à la création. Et voilà, ouais, c'était une aventure très intéressante. Vous parliez d'appropriation. Alors voici, peut-être dans un sens inverse, un disque qui sort à la fin du mois. C'est une petite pièce d'une minute. La pianiste s'appelle Shani Di Luca. Elle joue des compositeurs contemporains, certains minimalistes, et on trouve une courte plage signée Thomas Bangalter. Giorgio by Moroder, extrait de vos précédents albums Daft Punk. Thomas Bangalter, c'est Shani Di Luca au piano. Le disque s'appelle Pulse. Il sort à la fin du mois. Vous avez déjà entendu cet enregistrement? Oui, je l'avais déjà entendu, oui. Et alors Bah, c'est très touchant de voir des partitions comme ça réinterprétées. On parlait tout à l'heure justement des similitudes entre la musique électronique ou la musique symphonique au niveau de la composition et ça crée encore des ponts, des ponts différents en fait finalement. Quand j'entends ça, je reconnecte un peu les deux approches finalement qui sont pas si différentes que ça. Est-ce que vous avez hésité? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes posé la question de la légitimité, se dire, je trouve qu'il y a un article très élogieux ce matin dans Libération sur votre disque, mais qui parle du côté a priori, genre le mec de Daft Punk qui se fait plaisir avec un orchestre symphonique. C'est quelque chose, j'imagine, qui vous a traversé l'esprit, cette dimension-là? Ou pas du tout? Pas cette question, je pense, mais effectivement la légitimité de savoir si j'avais les capacités finalement de composer sans l'aide d'outils électroniques et sans l'aide de machines, je me la suis posée. Mais à vous-même, pas le regard des autres. Exactement. Non, mais en règle générale, je suis très tourmenté et je me pose des questions en permanence, mais aucune sur le regard des autres et les regards extérieurs. Mais par contre, voilà, d'être dans un vrai questionnement, de ne pas être sûr d'y arriver, ça c'est sûr que je me suis posé la question un petit peu. Et en même temps, la seule manière de pouvoir y répondre, c'était d'essayer. Donc, Mythologie est un essai, pas une renaissance? C'est une tentative, oui. Oui, mais ce sont souvent des tentatives. Après, c'est
une certaine forme de renaissance ou de naissance aussi. Moi, j'ai commencé Daft Punk, j'avais 18 ans. Le groupe s'est arrêté, j'en avais 46. Donc, c'est une première proposition en solo seul. Et voilà, donc c'est un peu une renaissance aussi, mais c'est avant tout une tentative. Oui. Renaissance de Thomas Bangalter. Un grand mélodiste sur France Musique, Thomas Bangalter, Renaissance, extrait de Mythologie, musique de ballet, Orchestre National Bordeaux-Aquitaine dirigé par Romain Dumas, ça paraît chez Erato. Je signale que ce sera également avec le ballet Près le Jocage à la Criée à Marseille du 8 au 11 juin. Merci beaucoup d'être venu sur France Musique, c'est un choix France Musique et on en est très fiers. Au générique de Musique Matin, toute la semaine, il y avait Nina Toledano, Valentin Lévy-Chaudet, Pascaline Bonnet, Flora Sternadel, Yacine Bouzard, Robin Mella, Alex Autinois. Notre voix mystère, il y a 1 heure, c'était celle de... C'est le hasard. Porte. Ce soir, je reçois Thomas Bangalter. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Como nous parlera de l'exposition Basquiat Warhol à 4 mains à la Fondation Louis Vuitton. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Une autre exposition, on va s'intéresser à Anna Eva Bergman avec Hélène Leroy, commissaire de cette exposition. 19h50, Affaires à suivre avec Tatiana Villela dos Santos, qui est en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis. Le tout est réalisé par Sam Bakiast avec Étienne Rouche et Timothée Hubert à la prise de son. Bonsoir Thomas Bangalter. Bonsoir Arnaud. Très heureux de vous accueillir alors que est sorti aujourd'hui même votre album Mythologie. Elle est sortie chez Erato. Le ballet Mythologie dans l'Impresse Jocage, dont vous avez donc signé la musique, sera donné du 8 au 11 juin à la Criée, Théâtre National de Marseille. Je signale également la réédition à venir de l'album Random Access Memories de Daft Punk chez Columbia le 12 mai. Ça, c'est pour l'actualité, mais vous le savez, dans cette émission, on aime revenir sur les parcours, savoir quelles sont les sources d'influence des artistes que nous recevons et surtout savoir comment ils travaillent, elle et il. On va bien sûr s'intéresser à la sortie de cet album comme cas d'école, si je puis dire, mais retour vers l'enfance. Et quand on pense que vous avez signé la musique d'un ballet avec une mère danseuse, un père musicien, on se dit que vous avez opéré une sorte de synthèse musicale, mais au-delà de la blague, ça veut surtout dire que vous avez grandi dans une famille où le rapport à l'art allait de soi.
Oui, exactement. C'est vrai que ma mère était danseuse classique et ensuite elle a intégré une compagnie de danse contemporaine. Mon père est compositeur et producteur de musique et je suis totalement né dans cet environnement, même si finalement mon père travaillait plus dans des studios d'enregistrement que j'ai peu fréquentés. Et par contre, ma mère était entourée de danseurs et de chorégraphes et j'ai finalement été beaucoup plus baigné dans l'univers de la danse que de la musique quand j'étais jeune enfant. Est-ce que vous avez continué à être spectateur de ballets classiques ou contemporains dans votre vie d'adulte? Oui, absolument. Dès mon enfance, je suis allé voir des ballets avec ma mère. Elle avait fait partie de la première compagnie française de danse contemporaine mise en place par le ministère de la Culture, qui s'appelait le Ballet Théâtre Contemporain en 1968, à Amiens en premier, et ensuite à Angers. Elle était danseuse principale là-bas, avec un danseur aussi comme Dominique Merci, qui est ensuite qui a adjoint Pina Bausch ensuite. Donc c'est vrai que je me souviens être allé très régulièrement au théâtre de la ville quand j'étais enfant, voir de la danse, et j'ai continué à le faire depuis. Donc la danse contemporaine et classique aussi font partie intégrante de ma vie et l'ont toujours fait finalement. Alors, pour revenir encore sur l'histoire, 86, classe de 4e au collège Carnot à Paris, vous rencontrez Guy-Manuel de Homem Christo, avec qui vous avez passé d'abord beaucoup de temps au cinéma, mais pour voir toutes sortes de films. C'est Fritz Lang, mais c'est aussi Robocop, c'est Warhol. Pas de hiérarchie, ça c'est peut-être une donnée importante entre ce qui serait le bon et le mauvais goût. Puis il y a aussi les magasins de disques, les boîtes de nuit, où vous faites recal souvent, mais puis vient le temps des premières raves, des transmusicales, du toit de Beaubourg. Et cette ambiance-là, cette musique-là, cette scène-là, vous dites qu'elle était plus agréable pour vous, elle vous concernait plus que celle des concerts rock à l'époque? Il y avait une certaine forme d'ouverture en fait à un moment dans la scène électronique, des gens qui étaient prêts à écouter de la musique et à découvrir des morceaux qu'ils ne connaissaient pas sans attendre le hit du moment, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que cette énergie, cet état d'esprit et cette ouverture, et finalement, on en revient à la danse aussi, hein, parce que c'était vraiment une partie intégrante, importante de cet univers. Moi, ça m'a beaucoup euh, touché et intéressé, en fait. Alors, je résume là très rapidement. 17 ans, premier groupe, Darlene, avec Guiman, mais aussi avec Laurent Brankovitz, qui sera le guitariste plus tard de Phoenix. Oui. Mais à ce moment-là, vous êtes quand même, Thomas Bangalter, concentré sur vos études sociaux, linguistiques, technologie. Sociologie et linguistique Ouais. à Nanterre, et puis ensuite je fais une licence d'ethnomusicologie Ah. que j'arrête à un moment parce que j'ai commencé à faire un petit label de musique électronique et j'ai plus le temps de faire les deux. Mais effectivement, il y a en 93 avec Guy-Manuel de Homem Christo, vous reprenez ce qualificatif donc de punk idiot qui avait été décerné par le Melody Maker et devenez les Daft Punk. La dimension punk, elle est là parce que ça, il faut bien dire qu'au départ, c'est une table à tréteaux dans votre chambre avec du matos qui est récupéré. Vous achetez un Juno 106, un petit sampler Akai S01, et puis vous avez, votre père vous a filé un Moog, un mini Moog, ce qui est pas mal, et puis un séquenceur, il y a une petite console de mixage, un petit compresseur, tout ça branché, je crois, sur un Ghetto Blaster que vous aviez depuis un certain temps. Oui. On va en reparler, mais vous plongez, comme vous l'avez fait pour composer Mythologie, dans des partitions, dans des traités d'orchestration. C'est le même plaisir, en fait, c'est la même recherche que celle du jeune Thomas Bangalter quand il branche tout ce matos. Oui, c'est la découverte d'un univers qu'on ne connaît pas et où on se place vraiment. Moi, je me place en amateur et je suis motivé par cette curiosité et une idée d'expérimentation en fait, mais une expérimentation qui peut être des fois sur le fond, des fois sur la forme. Pour la peine, là, c'était un peu... on écoutait des disques qui venaient de Chicago, de Détroit, qui étaient faits, enregistrés sur des cassettes, avec un son
son très brut, et ça nous motivait de faire la même chose, et d'essayer de faire la même chose dans ma chambre d'enfant, hein, parce que ce Ghetto Blaster, je l'avais eu, je sais pas, pour mes 11 ans ou mes 12 ans, et les très tôt, j'enlève mon lit, et en fait, on enregistre notre premier album un peu en bricolage, comme ça, en bricolant dans cette chambre. Et ensuite, quand vient le succès de ce premier album, on décide d'enregistrer le deuxième dans cette chambre aussi, en fait, et de pas bouger pour aller dans un plus gros studio d'enregistrement. Donc, ce qui était intéressant et ce qui m'intéresse, en fait, dans cette idéologie punk, en fait, c'est l'idée de toujours expérimenter et de justement pas devenir la caricature de soi-même, comme c'est souvent le cas des fois, et ça l'a été en tout cas avec la musique punk peut-être à un moment. Donc c'est plus un esprit qu'un son, en fait, je pense. Ne pas être la caricature de soi-même, c'est aussi être changeant, souvent. En 94, Daft Punk sort le premier, un maxi 3 titres, de New Wave. En 95, c'est le maxi Daft Punk Running and Scratching. Alors, j'ai demandé à Sam Bakias, qui a réalisé cette émission, de réaliser un mix pour vous. Alors, il n'avait pas le matériel nécessaire, hein, mais j'ai demandé s'il pouvait faire quelque chose avec ces deux morceaux-là. J'assume la responsabilité. Si ça vous plaît, le crédit, ce sera pour Sam.
mission un peu impossible. Là, c'est pas du tout le même tempo pour ces deux morceaux, Daft Punk et Rolling and Scratching. Mais si j'ai demandé à Samba Cast de faire cet enchaînement, en tout cas, c'est parce qu'il me semble qu'il y a là, dès le départ, ce qui sera la marque de Daft Punk et aussi la vôtre, on le voit, c'est l'électro et le rock. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs comme Homework assume la techno avec un côté rock, puis le disque suivant, Discovery, assume un côté rock en disant quand même les gens de la techno, écoutez-nous, ça fait du bien. Il y a toujours ce désir de vous renouveler et c'est ce qu'on retrouve dans Mythologie. Oui, je pense que c'est moi j'aime toutes les musiques et c'est peut-être aussi ce qui nous avait un peu déçus dans cette scène du rock à un moment qui était un petit peu fermée, avec un petit peu des œillères comme ça et à la fois moi j'avais l'impression d'être intéressé par plein de choses différentes et de pas et d'essayer de jamais rentrer dans une case de manière volontaire ou essayer d'en sortir en permanence. Donc c'était peut-être cette histoire de devenir la caricature de soi-même aussi. Mais Parce que si on prend ce maxi, on écoute une face puis l'autre face, on peut se dire que ce sont pas les mêmes musiciens. oui, Ça c'est bien. bah ça, j'ai l'impression que justement c'est ce contraste en fait c'est le contraste qui m'intéresse et dans ma démarche musicale chaque morceau finalement des fois il y a des contrastes dans un morceau ou dans un disque, mais vient finalement c'est une facette supplémentaire qui peut venir s'opposer ou rentrer en opposition ou en alignement avec un morceau précédent. Là, c'est des morceaux qui ont bientôt 30 ans, mais ce qui m'intéresse, c'est de les mettre, les correspondances qu'il peut avoir, par exemple, avec le disque de Mythologie qui sort aujourd'hui. Il y a plus de... Il y a un vrai manifeste, j'ai l'impression, pour moi, dans la juxtaposition de ces morceaux successifs, en fait, plus que dans un morceau pris lui-même séparément. C'est pour ça que je voulais mélanger ces deux-là et on va écouter au cours de cet entretien 2 extraits de ce disque Mythologie. Mais quelques mots encore sur Daft Punk, Thomas Bangalter, avec tout d'abord un extrait d'un entretien que Pedro Winter donnait en 2020 à mon camarade Mathieu Conquet sur France Inter. Il parle, Pedro Winter, de ses débuts professionnels. Ah bah, mon premier métier, j'ai sauté dans le grand bain très tôt, parce que j'avais 20 ans, 1996, donc 21 ans même, je triche, avec Thomas Higgiman de Daft Punk. Je suis parti, je me suis lancé dans une aventure dont j'avais aucune idée qu'elle allait aboutir à tant d'histoires et à tant d'aventures. Donc je me suis improvisé, disons, bras droit d'un groupe extraordinaire et qui allait rendre ma vie extraordinaire. Et j'ai appris le métier avec eux. Moi, j'étais en fac de droit. Au tout début, j'avais même à peine eu le temps d'acheter tous mes bouquins de droit. J'étais à Paris 1 et je crois que j'ai été 3 mois à la fac. Et je suis parti avec Thomas Higgiman. Alors au début, de chez eux, je répondais à des fax. C'était encore des fax. On avait à peine des téléphones portables et nos premiers emails. Et donc j'ai appris au contact des gens qui ont épaulé les Daft Punk au tout début de leur carrière. Et donc ça a été finalement la meilleure école pour apprendre ce métier qui est un métier mais qui n'en est pas un non plus, qui est aussi une aventure, hein, une histoire de passionné. La musique, l'indépendance, tout ça c'est assez philosophique et assez, comment dire, c'est des positionnements limite politiques, disons, puisque voilà, on est maître de son aventure, maître de son bateau, de son navire. Et moi, c'est ce que j'ai aimé avec Daft Punk et c'est ce que j'adore faire avec Ed Monger et avec les artistes du label depuis maintenant 17-18 ans. Alors, plusieurs choses intéressantes, me semble-t-il, dans ces paroles de Pedro Winter. Thomas Bangalter a commencé par cette dimension politique. C'est une philosophie de vie, la façon dont vous faites, et je parle au présent, de la musique. C'est avant tout cultiver vraiment la liberté. Moi, j'ai la chance où j'ai pris cette opportunité de vraiment essayer en permanence de rester libre.
Pas une chance, vous l'avez construit. Oui, Cette mais chance. j'ai peut-être la chance. Je sais pas. Je suis né dans une famille où j'ai été présenté à cette liberté. C'est vrai que j'ai pas dû me battre auprès de mes parents pour devenir artiste. D'ailleurs, je pense que même la question de l'art dans ma vie ne s'est pas posée vraiment peut-être jeune et elle s'est posée plus tard. Euh, et le sens de cette démarche, mais c'est vrai qu'une idée de liberté, de radicalité, un peu des fois d'être à bord d'un cheval de Troie, où on intègre le système et on le change de l'intérieur. Des fois, on est complètement en marge et on est à côté. Donc, et c'est pas de rentrer non plus dans, dans, dans un systématisme, même à ce niveau-là. C'est-à-dire que même d'un point de vue idéologique et politique et éthique et philosophique, il y a une vraie motivation, mais moi, j'ai pas d'a priori, j'ai pas vraiment des convictions non plus, ceci étant dit, très fixes qui m'empêcheraient de faire le contraire de ce que j'avais décidé de faire si j'estime que c'est la manière de pouvoir rester libre, en fait. Oui, mais ce que vous dites là aussi, Thomas Bangalter, c'est ce qui est implicite, c'est que si la musique est au cœur de votre œuvre, avec Daft Punk et aujourd'hui en solo, ça participe d'une approche holistique de la création artistique, Complètement. esthétique. Oui, non, mais la musique est pas le cœur de l'œuvre, en fait. La musique, c'est la bande originale de la démarche, en fait. C'est la partie très visible, on va dire. C'est la partie visible, mais je suis d'accord avec vous. Et pour moi, la musique est finalement pas du tout au centre de ma vie. Ce qui est intéressant avec la musique, c'est que elle peut. Jean Kelevitch écrit que la musique, c'est exprimer l'inexprimable. Et moi, j'ai l'impression, j'étais bon en mathématiques quand j'étais à l'école, pas finalement très bon dans les matières littéraires, et j'ai l'impression que j'ai pu, grâce à la musique et à cette approche un petit peu holistique, pouvoir exprimer des choses, une certaine démarche, et le faire de manière presque instinctive et spontanée, se cacher ou créer des personnages. Tout faisait partie d'une démarche qui était à la fois esthétique, éthique, l'idée d'essayer de faire des choses de manière élégante, en fait. C'est pas, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme si l'élégance était pas au centre des préoccupations, des fois artistiques, mais l'idée de l'élégance, même dans une approche très punk, hein, moi, je pense que de manière complètement subliminale, elle continue à me motiver, avec aussi cette envie de curiosité et d'apprentissage, en fait, et de continuer à apprendre en permanence. Moi, j'avais aussi peur des effets de l'expérience sur le processus créatif, de faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, et de commencer à être trop expérimenté. Voilà. Alors, il faut encore une fois renverser la table, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est le cas avec cette musique pour le ballet d'Angers Préjocage, Mythologie. On va en écouter un premier extrait dans un instant. Mais alors, le cinéma, vous avez fait des musiques de films de musique de film. Il y a différents processus, mais on compose souvent après les tournages. Vous avez peut-être vécu des expériences différentes. Un ballet, il faut bien que la musique soit là au départ pour que le chorégraphe puisse travailler. Oui. Quelle a été la méthode de travail avec Angelin Préjocage ? Vous avez envoyé séquence par séquence, des extraits, des propositions ? Ça s'est fait en 2 ou 3 étapes, en fait. Angelin m'a invité à travailler, il m'a proposé de travailler sur un ballet. Il n'y avait pas de thème vraiment défini. À ce moment-là, je lui ai fait quelques mois plus tard une proposition avec une quinzaine d'esquisses, comme ça, peut-être des esquisses entre 30 secondes et 1 minute. Et puis à ce moment-là, il est revenu vers moi avec cette idée de mythologie. C'est un peu ce que les esquisses lui avaient soufflé à l'oreille. Et ensuite, il m'a donné un livret avec différents mythes à illustrer. Et puis moi, je suis parti finalement à ce moment-là écrire de mon côté complètement pendant de nombreux mois. Et je suis revenu ensuite avec toute la musique et les différents mythes que j'avais mis en musique. Et là, il a commencé le travail. Enfin, il avait peut-être commencé
commencé dans sa tête un petit peu avec les esquisses, mais c'est vrai que la musique a été composée avant la chorégraphie. Alors, premier exemple, ça va être Thalestris, reine des Amazones, au temps des conquêtes d'Alexandre le Grand. On va entendre la musique, mais j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots avant Thomas Bangalter sur, voilà, à partir de cette figure-là, comment ça commence pour vous l'écriture de cette mythologie-là? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que ça commence à dater un peu? Ça, Vous voulez l'écouter d'abord? on peut l'écouter. Allez, on écoute Thalestris. Thalestris, la reine des Amazones, la musique signée Thomas Bangalter sur cet album mythologique qui vient de sortir aujourd'hui chez Erato. Alors, on n'a pas précisé avant, mais oui, c'est bien un orchestre. Oui, ce n'est qu'un orchestre, sous la direction de Romain Dumas. Voilà. Ça, il faut le dire. Vous vous souvenez comment est née cette partition-là, Bangalter? À cette époque, j'avais commencé à faire différentes esquisses et c'est vrai que Thalestris, c'est la reine des Amazones, donc c'est la reine des guerrières, donc c'est la guerrière des guerrières. Ça envoie. Voilà, donc il y avait son arrivée en fait, et donc voilà, il y a cette première partie qui est assez martiale comme ça, très forte. Et puis après il y a l'idée de la danse. Donc je pense qu'au départ, on n'est pas vraiment dans la danse musicalement, on est dans quelque chose d'assez appuyé. Et donc la danse, moi j'avais envie pour ces mythologies de travailler sur
c'est des mythes qui viennent de très loin, qui viennent du passé, qui nous survivront, qui ont dans le futur, et travailler sur cette idée de folklore imaginé, en fait. Donc, une grande partie de ces mélodies, en fait, j'aimais bien l'idée d'imaginer que voilà, je les déterrais un petit peu. Elles étaient là sans doute avant, et elles pouvaient être fredonnées de génération en génération, hein. Donc, et en même temps, il fallait que ce soit que ce soit des mélodies dansantes. Mais bon, c'est ce qu'on a dans le folklore aussi, un peu je sais pas, des tarentelles ou des choses qui font avancer. Il y avait un travail nouveau pour moi aussi. C'était l'idée de sortir de quelque chose qui avait été très binaire avec Daft Punk, où on était vraiment dans 1, 2, 3, 4. Et là, il y avait, j'ai vraiment essayé de travailler voilà, des rythmes à 5 temps, à 7 temps, à 9 temps, à 12 temps, mais en essayant de leur donner à chaque fois une certaine... c'est pas évident en fait quand on travaille peut-être à 5 temps ou 7 ans, mais il fallait que la mélodie elle-même ou que cette idée du folklore elle vienne de façon assez assumée, assez évidente, comme si c'était ah bah oui, bah c'est la fameuse danse à 5 temps qu'on danse depuis des générations et des générations. Donc c'était voilà un peu comme des combinaisons à trouver et à explorer un peu, voilà. Parce que si vous avez signé des bandes originales de films, le travail pour un ballet est complètement différent, parce que on en parlait avec Jean-Benoît Dunkel, qui, quand il travaille pas avec R, fait aussi du travail en solo, et on parlait des musiques de films qu'il avait pu écrire, en disant que la musique dans un film, c'est un autre niveau de vérité, ce que je trouvais une très belle phrase, mais là, la musique, c'est presque la vérité du ballet, c'est-à-dire que sans la musique, le ballet n'est pas. La musique de film, à l'image, je trouve que c'est un exercice très compliqué, qui nécessite aussi beaucoup de détachement, parce qu'on essaye beaucoup de choses. Quand ça marche pas, faut tout mettre à la poubelle et recommencer. Enfin, c'est très intéressant, mais là, la chance que j'ai eue, c'était vraiment cette carte blanche que m'a donnée Angelin quand même, parce que je me souviens à un moment, je lui ai demandé même au niveau du temps, du chronométrage, est-ce qu'il avait vraiment des indications précises, et puis il m'a dit non, fais comme tu veux, on verra un petit peu après, et c'est vrai que moi je suis arrivé à la fin du processus d'écriture, avant des corrections, avec à peu près 1h45 de musique. On a enlevé une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes, et ensuite il y a eu une certaine forme de montage, on a réorganisé un peu l'ordre, et puis fait des coupes, et puis aussi fait des répétitions. Donc c'est ce qui se passe, enfin c'était ce qui s'était passé pour une grande partie finalement des collaborations classiques entre les compositeurs et les chorégraphes, où on se rend compte à un moment donné que il faut que des fois des mesures soient rajouter répétées, des mesures pour voilà, que le danseur puisse faire sa diagonale. oui, Non, ou des fois exactement, mais c'est vrai, des tempos, Schématise, des fois hein. changer les tempos. Il y a... Et donc il y a eu ensuite un vrai travail de collaboration à ce moment-là, finalement, quand la musique a été écrite, où on l'a adaptée. Mais moi, j'ai eu vraiment la chance et la liberté de pouvoir essayer des choses et les expérimenter seul, en fait, sans contrainte. Alors, une autre couleur de ces mythologies, on va écouter Éden.
Alors, 2 extraits seulement, mais un disque vaste dans lequel on voyage beaucoup, Thomas Bangalter. Mais à propos de voyage, comment est-ce que vous avez vécu la première représentation de Mythologie? C'était très émouvant et oui, c'était un moment qui concluait finalement à la fois un processus long, difficile et solitaire finalement, que j'avais apprécié, mais qui était à la fois stimulant intellectuellement et à la fois j'étais quand même dans un labyrinthe, un peu comme Ariane, et pour combattre le Minotaure, d'arriver à terminer hein, ce projet et progressivement quand la partition a été transmise aux musiciens et quand de voir ces 55 musiciens, les écouter en tout cas dans la fosse et ces 20 danseurs sur scène et ces techniciens qui s'affairaient en coulisses, voilà, ça faisait une centaine de personnes qui s'activaient à interpréter ce spectacle. C'était un moment très touchant. J'étais très touché. Alors, ça avait rien d'évident finalement que de sortir cette musique en disque. Est-ce que ça veut dire qu'elle a acquis une forme d'autonomie aujourd'hui? J'étais pas sûr de vouloir la sortir en disque parce que j'étais pas sûr d'être satisfait du résultat non plus. Donc j'avais le désir de faire une œuvre de spectacle vivant avec Angelin. On s'est dit voilà, c'est un vrai terrain et un espace d'expérimentation. Mais à la fois j'étais pas certain. Je m'engageais aussi. D'habitude j'ai pas vraiment eu l'habitude de m'engager avant de finalement faire quelque chose et d'en être content et de le partager. Là je me suis engagé avant de l'avoir terminé. Donc c'était ça vous a fait violence, hein, parce que vous aimez bien garder. Ah oui, non, c'était. Il faut que ça vieillisse en fût d'habitude, hein. Et totalement. C'était très violent. C'était très violent, mais à la fois ça m'a mis dans un état d'esprit différent où il y avait, je dirais pas c'est de l'écriture automatique, mais il y a une date de première, quoi. Il y a une date de première et en fait finalement le fait qu'elle soit dans longtemps, ça aide pas vraiment non plus parce que plutôt que d'avoir un mois à Gamberger, on se retrouve avec 2 ans et demi de questionnement comme ça. Mais bon, non, ceci étant dit, il y avait 1h30 de musique à faire et j'avais plus le temps de me questionner en fait. Et ça, c'était très, très enrichissant pour moi. Et voilà. La sortir en disque. Et la sortie en disque, elle s'est effectivement imposée. J'ai l'impression avec Angelin, on était, je pense qu'on était heureux et satisfait du spectacle. Et moi, j'étais content de cette expérience et j'étais prêt à pouvoir la partager en fait. Et puis pour revenir à cette idée d'exploration différente, j'appréciais finalement la démarche et l'idée de rajouter ce disque comme une facette différente de ce que j'avais pu exprimer musicalement auparavant. C'est réussi. Le disque Mythologie vient de sortir aujourd'hui chez Erato. Alors je rappelle qu'il y a des dates à venir du ballet. Ce sera du 8 au 11 juin à la Criée au Théâtre National de Marseille. Et puis aussi, signalons, on en reparlera peut-être une autre fois, la réédition de l'album Random Access Memories de Daft Punk. Ce sera chez Columbia le 12 mai. J'imagine qu'il y aura des petites surprises dedans. Merci beaucoup Thomas Bangalter d'avoir été notre invité.